Bonjour Sophie Primas. Bonjour, merci beaucoup d'être notre invitée ce matin pendant cette première demi-heure. Vous êtes élue des Yvelines, membre du groupe Les Républicains et vous présidez la commission des affaires économiques du Sénat. On va parler du texte dont vous êtes la rapporteure sur la compétitivité de l'agriculture française. Mais d'abord, l'actualité, c'est donc cette interview hier soir d'Emmanuel Macron et cette phrase sur la réforme des retraites qu'il a défendue et qu'il assume. Mais cette phrase qu'on a entendue dans le journal, cette réforme, comme elle est impopulaire, tout le monde s'est débiné. Comment vous réagissez à cette phrase alors que la droite sénatoriale a soutenu le texte ? Assez mal. En fait, assez mal parce qu'une fois de plus, la droite sénatoriale, je trouve, dans cette phrase, est englobée. Donc, alors que je dirais que c'est plutôt le gouvernement qui se débine depuis 4 ans. C'est une loi impopulaire, comme vous l'avez dit, que nous assumons au Sénat à chaque projet de loi de finances de la sécurité sociale et dont nous montrons la voie au gouvernement depuis 4 ans. Et je crois que le Sénat n'a pas manqué sur cette loi des retraites, ce projet de loi des retraites. Nous avons beaucoup discuté, le président du Sénat s'est beaucoup investi, les groupes politiques se sont beaucoup investis dans une discussion, dans un vote pour lequel nous sommes allés jusqu'au bout, avec évidemment des exigences maintenant qui vont aussi arriver sur la loi travail pour rééquilibrer un certain nombre de déséquilibres qui ont été discutés, mais nous avons été là. Donc je le prends assez mal et je trouve que c'est une énième provocation du président de la République à l'égard de ceux qui ont plutôt l'intérêt du pays en tête. Voilà, je le prends assez mal. Alors que le gouvernement cherche à travailler avec les Républicains. Alors que le gouvernement cherche à travailler. Vous n'êtes pas prêt d'accepter la main tendue du coup. Alors que la droite républicaine a toujours en ligne de mire l'intérêt du pays dans tous les textes que nous examinons. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure en off. Moi, comme présidente de la commission des affaires économiques, sur 12 ou 13 commissions mixtes paritaires dans lesquelles on a travaillé sur des sujets économiques, eh bien, nous nous sommes mis d'accord dans 12 cas sur 13. Donc j'estime que voilà, je fais porter la voix du Sénat, mais je fais aussi porter l'intérêt de la France et je soutiens un certain nombre de réformes. Donc je prends assez mal cette phrase. Le gouvernement qui est dans une grande séquence réindustrialisation, on va parler du projet de loi Industrie verte dans quelques instants, mais hier il y avait le sommet de Choose France dans votre département, des Yvelines, 200 grands patrons reçus par Emmanuel Macron, 13 milliards d'investissements, c'est un record, 8000 emplois directs à la clé. Ils réussissent pari de la réindustrialisation, le chef de l'État ? Mais il faut réussir ce pari de la réindustrialisation parce que pour le moment, l'industrie est encore très en deçà, d'abord de ce qu'elle a été évidemment dans les années 70, 75, 80, etc., mais même de son niveau de performance avant la période du Covid. Donc il faut évidemment accélérer l'industrialisation, il faut permettre à l'industrie de participer à l'effort de décarbonation de notre économie, il faut réirriguer le pays et tous les territoires. Donc oui, il faut aller dans cette direction. Et là aussi, je serai évidemment dans cette lignée de réindustrialisation de la France. Il faut le faire. Et là, il y est pour quelque chose, sa politique volontariste en la matière ? Oui, il y a une politique volontariste qu'on ne peut pas dénier. Il y a une politique aussi de l'Europe. Mais nous ne sommes pas les seuls dans la course. J'entends qu'on est effectivement le pays où les investissements étrangers sont les plus importants. Mais il y a quand même certains secteurs d'activité sur lesquels on a du mal à démarrer. Vous voyez, on parle des usines de composants qui vont s'installer. C'est une très, très bonne nouvelle. Mais l'Allemagne a pris le leadership des composants depuis un petit moment déjà et elle délivre déjà. Donc il faut que nous accélérions. Donc cette loi, par exemple, Industrie verte est la bienvenue pour permettre l'accélération sur des procédures qui sont trop longues en France. Donc a priori, vous la soutenez, cette loi Industrie verte ? On va regarder ce qu'il y a exactement à l'intérieur et on va permettre l'accélération qui est bienvenue. On est dans l'accélération des procédures. Vous savez, c'est le mal du pays. On a fait la même chose avec l'installation des centrales nucléaires. On va faire la même chose avec l'industrie. Ça avait commencé d'ailleurs au quinquennat précédent avec une loi qu'on avait dite Gasbarian du nom de l'actuel président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée. Il faut aller vers l'accélération, oui. On va parler du texte dont vous êtes la rapporteure qui est examiné au Sénat sur la compétitivité de l'agriculture française. On regarde d'abord les détails de ce texte avec notre journaliste parlementaire Alex Poussa. Bonjour Alex.
Bonjour Ariane, bonjour Sophie Primas. Bonjour. Et Alex, le Sénat débat donc d'une proposition de loi pour la compétitivité de l'agriculture française. Est-ce que ça veut dire que notre agriculture est en déclin? Alors Ariane, déjà on peut dire que la France est toujours une puissance agricole. Sa production en 2022 s'élève à 95 milliards d'euros. On est au premier rang européen, devant l'Allemagne, devant l'Italie, au 5e rang mondial. Alors sur le papier cela paraît très bien, mais c'est moins bien qu'avant, car il y a 20 ans, la France occupait le 2e rang mondial en termes d'agriculture, et au fil des années, notre agriculture décline un peu et les importations de produits étrangers augmentent dans la consommation des Français. Selon un rapport du Sénat sur le sujet, en 2021 en France, un poulet sur deux était importé, plus de la moitié de la viande ovine consommée était également importée, tout comme 28% des légumes, 71% des fruits. Il y a donc une inquiétude sur la capacité de la France à nourrir sa population. Et pour le sénateur Laurent Duplon, sénateur Les Républicains à l'origine de cette proposition de loi, eh bien cette perte de vitesse de la ferme France s'explique par un manque de compétitivité, une perte de compétitivité par rapport aux autres pays. On va l'écouter. Le déclin de notre agriculture est expliqué à 70% par nos manques de compétitivité, à travers plein de points, des charges trop importantes, une surtransposition trop importante, un État pas suffisamment protecteur, un climat médiatico-politique qui est à charge et qui vilipende sans cesse le modèle agricole, et des agriculteurs qui ne savent plus à quel sens vouer. Et puis précisément, ce manque de compétitivité de l'agriculture française s'explique selon certains sénateurs par des normes environnementales trop strictes, avec des agriculteurs qui se retrouvent sans solution. Écoutez le sénateur Henri Cabanel. Dans notre pays, on a interdit pas mal de produits phytosanitaires qui handicapent donc les producteurs sans pouvoir arriver à mettre en place des produits de substitution. On peut parler éventuellement donc du diméthoate sur la cerise qui a bénéficié donc à une importation massive de cerises au détriment donc des producteurs français. Et là, effectivement, il faut travailler toujours quand on veut supprimer un produit, d'avoir un produit de substitution qui permette de continuer l'exploitation. Et Alex, ce texte, il vise donc à relancer la compétitivité de l'agriculture avec toute une série de mesures, lesquelles? Alors ces mesures, elles sont issues des travaux de sénateurs de la Commission des affaires économiques du Sénat, et on peut en retenir quelques-unes. D'abord, l'arrêt de la surtransposition des normes européennes. Qu'est-ce que c'est la surtransposition? Eh bien, c'est quand la France décide d'imposer une norme à ses agriculteurs qui est plus stricte que la norme européenne, et cela crée un désavantage concurrentiel avec les productions d'autres pays européens. Ce texte sénatorial propose aussi de créer un livret d'épargne agriculture pour financer les investissements agricoles et resserrer le lien entre les Français et leur agriculture. Cette proposition de loi, elle exclut également l'agriculture du bonus-malus mis en place sur les contrats courts, car ce serait un système qui pénaliserait notamment les filières de production qui travaillent avec des employés saisonniers. Et puis enfin, ce texte prévoit la création d'un haut-commissaire à la compétitivité agricole qui aurait pour mission de centraliser, de faire remonter les différentes difficultés des filières agricoles. Sophie Primas, d'abord pour commencer, vous diriez qu'aujourd'hui l'agriculture française est en déclin? Oui, bien sûr. L'agriculture française perd des positions au niveau européen, mais plus inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, notre balance commerciale, quand vous retirez les vins, est aujourd'hui négative, ce qui, en France, est un traumatisme extrêmement important, puisque nous étions exportateurs de denrées alimentaires. Mais plus encore, comme l'a montré différents rapports, celui de Duplon, il y a du sénateur Duplon, de Laurent Duplon, il y a 3 ans, et puis le dernier que nous avons fait l'année dernière, nous voyons que nous perdons des positions et surtout que nous importons de plus en plus. Et la préoccupation, elle est là. Nous importons, d'ailleurs, du point de vue intra-européen, c'est-à-dire que nous sommes en compétition même avec des pays en Europe, dans le marché intérieur, qui deviennent plus performants que nous et qui inondent le marché français au détriment de notre production. Nous ne sommes pas assez forts en matière de compétitivité. Et comment vous l'expliquez qu'on soit moins performant que nos voisins européens? On s'impose trop de normes environnementales? On s'est imposé beaucoup de normes dans les 10-15 dernières années et surtout une répétition de normes. J'ai en tête par exemple les histoires de cages pour les poulets. Évidemment, le bien-être animal
animal est une préoccupation. Et je pense qu'en France, nous faisons des efforts pour aller dans le sens du bien-être animal. Et donc, petit à petit, il y a des lois, une première loi qui va augmenter la taille des cages. Et puis, peut-être 4 ans ou 5 ans après, on va les réaugmenter. Et puis ensuite, on va aller vers le plein air. Mais tout ça, ça demande des investissements aux agriculteurs qui font des investissements majeurs pour changer leur poulailler, pour aller plus dans le sens du bien-être animal. Mais ils n'ont même pas le temps d'amortir leurs investissements, qu'on leur demande de nouveaux investissements. Donc, vous voyez, c'est un exemple parmi d'autres, mais qui illustre de façon claire la façon dont, à force d'être trop exigeant, en fait, on décourage, on perd de la compétitivité, on va à l'encontre, en fait, des objectifs que l'on poursuit. Mais est-ce que, du coup, Emmanuel Macron a eu raison, jeudi, de demander une pause dans les normes européennes en matière d'environnement? Moi, je pense que c'est pas une histoire de pause. Je pense que être exigeant vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis du bien-être animal, en ce qui concerne, c'est une exigence de tous les jours. Simplement, il faut toujours faire une balance entre la compétitivité, la durabilité de notre agriculture et la compétition intra-européenne. Quand on met nos agriculteurs dans des situations de concurrence déloyale vis-à-vis de leurs collègues européens, eh bien, je pense qu'on ne rend pas service à l'agriculture et du coup qu'on ne rend pas service à l'environnement. Parce que nous sommes très exigeants, il faut assurer et assumer ce statut, mais il ne faut pas mettre nos agriculteurs en situation de concurrence déloyale. Et justement, sur ce sujet, actuellement, le ministre de l'Agriculture remet un peu en question l'interdiction par notre agence nationale sanitaire, l'ANSES, d'un herbicide, le S-métolachlore. C'est une décision qui a été publiée par l'ANSES et le ministre de l'Agriculture dit qu'il faut qu'on attende les décisions des agences européennes pour ne pas créer justement de distorsion de concurrence. Vous êtes d'accord? Il faut mettre en question la décision d'une agence sanitaire nationale? Alors, en fait, dans la loi d'avenir, en 2016, à l'époque, le ministre de l'Agriculture, M. Le Foll, avait transféré la responsabilité des autorisations de mise sur le marché du ministère de l'Agriculture vers notre agence. Notre agence, elle est excellente. C'est une des meilleures au monde, l'ANSES. C'est une des meilleures européennes. Et d'ailleurs, quand les industriels doivent déposer des autorisations de mise sur le marché, ils vont dans notre agence française. Elle est vraiment très bonne. La difficulté, c'est que maintenant, on n'a qu'une décision qui est prise d'un point de vue scientifique. Et c'est très important de, évidemment, regarder l'impact sanitaire et l'impact sur l'environnement. Mais il faut faire une balance bénéfice-risque. Quand vous, comme individu, vous prenez un médicament, vous avez une notice qui vous dit « attention, il peut y avoir des effets secondaires ». Et pourtant, vous décidez, votre médecin il décide de vous donner le médicament parce qu'il y a un bénéfice qui est supérieur au risque. Eh bien, cette analyse bénéfice-risque, elle doit être faite aujourd'hui sur des molécules qui posent des problèmes par le ministère de l'Agriculture et mettre dans la balance une analyse bénéfice-risque entre les risques sanitaires qui sont donnés par l'agence et puis les bénéfices ou en tout cas les positions de concurrence loyale ou déloyale. Et puis elle doit aller en Europe, l'ANSES, pour faire valider ses propres résultats au niveau européen. Une question sur le plan eau, Sophie Primas, oui. Qui va aussi s'imposer aux agriculteurs. Le ministre de l'Agriculture l'a dit, ils vont aussi devoir faire des efforts pour diminuer leur utilisation de la ressource en eau. Est-ce que vous craignez que ça fragilise encore plus la production agricole? Mais l'eau, c'est un élément de compétitivité, comme d'autres outils de production, si j'ose dire, mais ça a cette faculté particulière, en tout cas cette caractéristique particulière d'être multi-usage. L'eau, c'est un bien que l'on utilise pour beaucoup de choses. Il faut donc prôner la sobriété. Pour ça, il faut prôner probablement une réflexion dans les bassins, dans chacun des bassins territoriaux où se trouve l'eau et de réfléchir ensemble à quel usage, quelle priorité et quelle mécanique. Est-ce qu'on doit la stocker pendant l'hiver? On voit qu'en Vendée, en ce moment, ça déborde, les nappes phréatiques débordent et on se dit, ben voilà, si on la garde aujourd'hui, cette eau qui déborde et qui retourne à la mer, eh bien, peut-être qu'on pourra l'utiliser à des moments qui seront plus favorables. Donc oui, il faut avoir une réflexion raisonnée, apaisée autour de l'utilisation de l'eau et il faut le faire par bassin. C'est très important que les agriculteurs aient accès à l'eau parce que sans eau, il n'y a pas d'agriculture. Votre texte, il ne fait pas vraiment l'unanimité, ni auprès des associations de consommateurs, ni auprès des sénateurs. Les socialistes ont dit qu'ils voteraient contre. Les écologistes se disent sidérés devant tant de retours en arrière. Qu'est-ce que vous répondez ?
Alors, je pense qu'il ne faut pas caricaturer les éléments de ce texte. Il me semble que nous parlons de compétitivité. Quand nous avons parlé de durabilité et d'éléments environnementaux depuis maintenant 10-12 ans, on a poussé les feux vraiment très très loin sur ces éléments-là et on n'a jamais parlé de compétitivité. Aujourd'hui, notre texte il vise à rééquilibrer en fait ce discours sur le même principe tout à l'heure que le bénéfice-risque. Je veux dire, on ne peut pas parler de durabilité de l'agriculture si on ne parle pas de compétitivité et on le voit bien par l'augmentation des importations qui touchent aujourd'hui notre pays. Donc, il ne faut pas opposer la durabilité, l'environnement avec la compétitivité. Je crois que c'est vraiment une erreur et il ne faut pas se poser dans des dogmes. Voilà, alors je pense qu'il y a quelques articles qui font un petit peu bondir les écologistes parce qu'ils considéraient que ce sont des avancées spectaculaires. Moi, je ne vois aucune avancée spectaculaire et aucun résultat. Vous voyez, en 2011, j'ai fait un rapport avec Joël Labbé, écologiste, sur l'utilisation des produits phyto. Et dans ce rapport, il y avait une préconisation qui disait, alors moi j'étais moyennement d'accord, mais bon, dans le global du rapport, on l'avait voté, qui était la séparation vente-conseil entre les produits phyto, pour les produits phytosanitaires. Qu'est-ce qu'on voit quelques années plus tard? On voit que ça ne marche pas. On voit que ça ne marche pas parce que les agriculteurs se retrouvent tout seuls en réalité sur leur exploitation et qu'en réalité ils sont perdus. Et quand on est perdu et qu'on n'est pas suffisamment formé, eh ben on peut faire des choses qui ne sont pas les meilleures du monde. Et en tout cas, ça les éloigne en fait des progrès que font aussi les entreprises de phytosanitaires, y compris celles qui font des produits et qui offrent des solutions biologiques. Donc c'est ça qu'on veut corriger dans ce texte. Il ne faut pas le caricaturer et pas opposer durabilité et compétitivité. Dans l'actualité en matière agricole, il y a ces propos de Michel-Édouard Leclerc qui font réagir. Il menace d'importer des produits moins chers venant d'Espagne ou du Portugal. Il veut pouvoir aller chercher en Europe les prix les plus bas et il appelle pour cela à un changement de la loi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il demande un changement de la loi. Bon, alors, d'abord, ils nourrissent ce que je viens de dire. C'est-à-dire que si on n'avait pas de problème de compétitivité de notre agriculture, il n'irait pas chercher des produits à l'étranger. Donc, en quelque sorte, je leur remercie d'avoir dit ça pour renforcer les travaux qu'on fait sur la compétitivité. Ensuite, Michel-Édouard Leclerc, il donne dans la provocation, évidemment. Comme d'habitude, j'allais dire, moi, je suis très attentive effectivement au phénomène d'inflation qu'il y a sur les produits alimentaires et les produits qui sont faits par nos industries agroalimentaires. Néanmoins, il faut quand même se mettre en tête que on reviendra pas au prix d'avant. On reviendra pas au prix d'avant parce que en dehors des épiphénomènes de variation des prix, il y a la loi Egalim. Et qui dit quoi, la loi Egalim? Qu'elle veut rémunérer les agriculteurs au juste prix et les industries agroalimentaires au juste prix. Et donc, il y a une partie de cette inflation qui trouve sa racine dans la loi Egalim et qui est une loi qui protège la rentabilité des agriculteurs. Mais est-ce que tout le monde joue le jeu? Bruno Le Maire doit recevoir les industriels. Demain, il appelle à une réouverture des discussions entre Mais les réouvertures, elles sont prévues dans la loi. Les réouvertures, elles sont prévues dans la loi. Donc, les agriculteurs, les agroalimentaires et les distributeurs peuvent se remettre autour de la table. C'est prévu. Donc, les choses sont prévues dans la loi. Moi, j'appelle à ne pas changer la loi. Mais tout le monde joue le jeu? Je ne sais pas si tout le monde joue le jeu, mais tout le monde, les distributeurs n'ont pas joué le jeu non plus totalement quand les prix de l'alimentaire, des produits agricoles, mais aussi du transport, de l'emballage, etc. ont augmenté. Je pense qu'une partie des hausses n'a pas été prise en compte. Donc voilà, c'est de la négociation, c'est de la communication de Michel-Édouard Leclerc. D'ailleurs, j'observe que ça fonctionne bien parce que ses parts de marché vont très très bien. Et donc, j'observe aussi que c'est lui qui fait les efforts et qui peut donc les faire. Merci Alex, merci beaucoup, à tout à l'heure. On parlera de la prévention des feux de forêt. Ce sera à suivre, effectivement, ce sera le débat du club. On va voir l'actualité dans votre département des Yvelines maintenant, Sophie Primas, avec nos partenaires de la presse régionale. On va retrouver Sébastien Couratin. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Sébastien, journaliste à l'Écho-Républicain. Sébastien, vous avez présenté ce week-end dans votre journal les 3 sites qui accueilleront des compétitions cyclistes dans les Yvelines pour les Jeux Olympiques de 2024. Oui, en effet, le sud des Yvelines est particulièrement bien loti pour ces JO de Paris. On a accueilli les épreuves cyclisme de BMX, de VTT et sur piste, 3 disciplines où les Français ont l'habitude de briller avec de vraies promesses de médailles. Alors, la semaine dernière, la Fédération française de cyclisme a présenté aux athlètes la nouvelle piste couverte de BMX au stadium de Saint-Quentin en Yvelines. C'est un équipement de 400 mètres carrés qui a coûté 10 millions d'euros, mais ça en valait la peine si on en croit les pilotes qui l'ont testé ce week-end. Leur verdict, exigeante mais parfaite pour la compétition. À quelques mètres, l'anneau de vitesse du vélodrome de Saint-Quentin accueillera les épreuves sur piste. Quant aux épreuves de VTT, elles auront lieu sur la colline artificielle d'Elancourt, à quelques kilomètres de là.
Alors ce triptyque cycliste complète la belle dotation olympique du département qui hébergera également le pentathlon moderne et l'équitation à Versailles ou encore le golf à Guyancourt. Madame la sénatrice, quelle retombée, quelle visibilité attendez-vous de ces JO pour votre département ? Accueillir les Jeux Olympiques, c'est évidemment une grande fierté. C'est aussi l'occasion de faire des investissements que vous venez de mentionner et d'utiliser des investissements passés qui sont très très importants dans les Yvelines. Les Yvelines sont un département de vélo. Le président du département est très très attaché à ce sport qui est un sport à la fois populaire, jeune dans ses expressions. Je pense au VTT, au BMX, etc. Donc il est très très attaché. On a le Tour de France qui passe pratiquement chaque année, c'est le départ du Paris-Nice et il y a des gros investissements, évidemment le Vélodrome de Saint-Quentin en est un exemple. C'est donc quelque chose pour le département des Yvelines qui est consubstantiel à sa politique sportive. Donc nous accueillons 100 ans après, puisque les Jeux Olympiques sont venus dans les Yvelines en 1924, donc on est très très fiers d'accueillir pour ce centenaire de nouvelles installations et de nouvelles épreuves. C'est évidemment une visibilité pour notre territoire qui est très importante, d'un point de vue sportif, je l'ai dit, mais aussi d'un point de vue touristique. Moi, j'adore les images du Tour de France qui passent dans les Yvelines. On y voit la vallée de Chevreuse, on y voit la vallée de la Seine et tous nos espaces forestiers, agricoles, naturels dont on peut jouir. Donc, c'est une formidable vitrine devant le monde entier pour notre département. Que le marathon passe devant le château de Versailles, que l'équitation soit au bout de l'allée du Roi, ça va être vraiment formidable. Il y a une polémique, vous la voyez, sur le prix des billets de ces Jeux Olympiques qui sont des prix exorbitants, jusqu'à 2 700 € pour la cérémonie d'ouverture. Oui. Est-ce que vous appelez à des jeux plus populaires ? Oui, j'appelle à des jeux plus populaires. Évidemment, je crois que l'accessibilité aux plus modestes, à chacun des Français, est une clé de la réussite des Jeux Olympiques. Bien sûr, il y aura l'héritage des infrastructures, bien sûr, il y a la promotion de notre territoire, mais c'est un moment qui doit être partagé par le plus grand nombre d'entre nous et j'espère qu'on aura la sagesse d'accueillir le plus grand nombre et la plus grande diversité de population. Et Dieu sait si dans les Yvelines, on a une diversité de population très très large. On va parler d'un autre sujet avec vous, Sébastien, puisque vous avez également évoqué dans vos colonnes, c'était la semaine dernière, le discours du 8 mai prononcé par le maire de Chartres et rédigé à l'aide d'une intelligence artificielle. En effet, le maire de Chartres, Jean-Pierre Gorge, a été l'un des premiers, sinon le premier, à reconnaître publiquement avoir rédigé un discours officiel à l'aide de l'intelligence artificielle ChatGPT. Et il l'assume. Pour lui, l'IA est une technologie d'avenir, un vecteur d'égalité des chances. Le discours qu'il a prononcé, c'était pour le 8 mai, en est selon lui l'illustration. Alors certes, la copie de l'élève robotique n'est pas parfaite, le maire relève des lourdeurs, des répétitions, mais l'outil a tout de même su inclure des spécificités qui le rendent conforme à ses yeux, à ce qu'il attendait. Alors, il explique qu'avec l'IA, il n'est pas nécessaire d'avoir fait de longues études, il suffit de savoir lire, écrire, compter, qu'ensuite l'outil donne la priorité au talent, à la réflexion, à la valeur ajoutée. L'élu précise même à un brin provocateur qu'il vaut mieux passer une journée sur ChatGPT qu'un mois avec un instituteur. Alors, la sortie, vous l'imaginez, a suscité les foudres de l'opposition à Chartres, a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, le maire, il souhaite passer à la vitesse supérieure en injectant de l'IA au cœur des pratiques de sa collectivité, la ville de Chartres, pour rédiger par exemple des contenus administratifs et libérer ainsi du temps aux agents. Vous, Madame la sénatrice, est-ce que vous imaginez utiliser un jour dans le cadre de vos activités parlementaires une IA, ChatGPT par exemple? En tout cas, je remercie Jean-Pierre Gorge qui est toujours très avide de technologie et de nouveautés. Donc voilà, il fait le buzz avec ça, c'est intéressant. En tout cas, c'est intéressant de regarder comment on va apprivoiser l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on s'en empare et est-ce qu'on l'utilise et est-ce qu'on est transparent et est-ce qu'on utilise ses capacités pour aller plus loin dans la réflexion? C'est ça qu'il va falloir maîtriser demain. Si c'est pour rédiger des actes administratifs, pourquoi? Si c'est pour faire un discours sur l'intérêt de la souveraineté énergétique ou alimentaire en France, je ne sais pas s'il ne faut pas un peu plus d'âme humaine et d'âme du territoire. Il va falloir qu'on mette un peu d'humain dans tout ça, de culturel. Bon, je crois qu'on en est au début. Il ne faut pas qu'on s'en éloigne. Moi, j'entends des gens qui disent qu'il faut
faut l'interdire. Non, il ne faut pas l'interdire. Il faut le réglementer. Le réglementer, je ne sais pas tout de suite, mais en tout cas, il faut beaucoup de transparence et il faut l'utiliser. Il ne faut pas rester à l'arrière de ces technologies-là. C'est jamais bon parce qu'après, on se les fait imposer par les autres de l'extérieur. Donc, non, je pense qu'il faut l'appréhender, il faut être transparent et il faut aller chercher le meilleur de l'intelligence artificielle pour donner le meilleur aux hommes. Donc, voilà. Et on va terminer sur ces belles paroles. Sébastien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le nouvel essor du vrac, c'est à la une de l'Éco-Républicain aujourd'hui. Merci beaucoup, Sébastien Coratin, d'avoir été avec nous. Merci, Sophie Primas. Merci beaucoup. Merci, et on suivra bien sûr l'examen de la proposition de loi. Demain, on en parlera avec Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture. Peut-être qu'un jour, vous rédigerez ce rapport avec ChatGPT. Oui, je ne sais pas si l'âme des territoires sera là-dedans, mais bon, pourquoi pas. On verra. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Avec plaisir.